Dans la couture, dans le documentaire que vous allez voir, il faut regarder notre histoire en face. Ce qui ne veut sans doute pas dire qu'il faut se repentir systématiquement et en toute occasion. Mais il est clair que dès que l'on aborde l'aventure colonisatrice de la France, nombre de questions se posent, notamment des questions politiques et morales. D'abord un constat, la colonisation a beaucoup profité économiquement à notre pays. L'Empire a existé, il a été gigantesque et il a considérablement servi le prestige et l'influence de notre pays. Autre constat, il faut en vivre les conséquences, comme d'ailleurs d'autres nations colonisatrices. Le sujet, et c'est tant mieux, sensibilise actuellement l'opinion, qui apprend par exemple quel a été le tribut des indigènes dans les guerres d'une patrie qui ne leur a pas été reconnaissante. C'est une longue histoire qui s'étale sur 4 siècles, aux motivations parfois imprécises. Longtemps, la politique française n'est pas très établie, jusqu'à la conquête de l'Algérie à partir de 1830. Et même là, les objectifs des uns et des autres sont sujets à caution. D'un côté, la France cherche à compenser ses échecs, notamment après 1870, mais par ailleurs, une véritable philosophie est née, exporter ses valeurs, civiliser. Au passage, on notera que, paradoxalement, c'est l'idée de Jules Ferry, homme de gauche. À l'arrivée, c'est un mauvais système, quelles que soient les intentions. Et après la Deuxième Guerre mondiale et surtout la débâcle de 1940, la France n'a plus de légitimité pour continuer à vivre son illusion coloniale. Depuis 130 ans, à toute époque, il faut en convenir, nos pouvoirs publics se sont tenus à l'immobilisme. Nous avons fait, certes, beaucoup en Algérie, pour l'Algérie, mais nous n'avions pas fait à temps des choses qu'il aurait fallu faire, si bien que le bouillonnement a fait un jour sauter le couvercle. C'est 4 siècles d'histoire de France, 4 siècles qu'il faut regarder, non pas à la loupe, regarder en face, simplement. Dans cette histoire de France, l'aventure, l'entreprise coloniale a joué un rôle très important. Elle a contribué à la richesse de la France, à un certain nombre de ses malheurs, un certain nombre de ses... Le mot déshonneur, c'est peut-être un peu excessif, mais enfin, de ses épreuves morales, en tout cas. La découverte du passé colonial de la France est tout à fait essentielle, puisque la France a été le centre d'un immense empire. Derrière la Grande-Bretagne, tout au long du XIXe siècle, la France a bâti un empire gigantesque, en Afrique, bien sûr, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, mais aussi l'Indochine, l'Asie. Donc des dizaines de millions de personnes dans le monde, tout au long du XIXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, ont été partie prenante, membres de cet empire, partie constitutive de cet empire de plusieurs millions de personnes. Et la France a été le centre, la métropole de ce gigantesque empire. C'est donc une histoire intérieure française. L'histoire coloniale n'est pas une histoire exotique, périphérique. Elle est au contraire une histoire très franco-française, qu'on commence seulement maintenant à découvrir. Quelles en ont été les motivations ? Est-ce que c'était la civilisation, comme on a dit? Est-ce que c'était plutôt des intérêts économiques? Ou est-ce que c'était le patriotisme blessé après la guerre de 1870? Ou est-ce que c'était simplement l'action de quelques aventuriers et découvreurs comme Pierre Savorgnan de Brazza, qui est parti un peu par hasard en Afrique centrale, qui découvre des sociétés et qui ramène des traités d'occupation? L'histoire de la colonisation ne se limite pas à la conquête et à l'indépendance. Avant la conquête, il y avait des conflits qui peuvent survivre après coup, mais surtout que depuis les indépendances, le reflux, en quelque sorte, du problème colonial se retrouve dans les métropoles. Et c'est en métropole que se pose une sorte de problématique du post-colonialisme, où d'anciens colonisés se trouvent confrontés à une société à laquelle ils ne sont pas toujours adaptés.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le partage du monde entre les grandes puissances est quasi achevé. La France est à la tête du deuxième empire colonial, derrière l'Empire britannique. Pour beaucoup de Français, cette réalité est longtemps demeurée abstraite, voire méconnue. Ils en prennent vraiment conscience en 1914, avec l'arrivée sur le sol de France des troupes coloniales venues combattre aux côtés des poilus. Cet immense empire regroupe alors près de 70 millions d'habitants, répartis sur tous les continents. Il s'est constitué au cours de 2 grandes phases d'expansion. La première colonisation s'inscrit dans le vaste mouvement de découverte de la Renaissance. Au XVIe siècle, la France lançait vers le Nouveau Monde ses premières expéditions. Baie du Saint-Laurent, Acadie, Québec. Elle prend ensuite pied en Louisiane, à Saint-Domingue, aux Antilles. Jusqu'au XVIIIe siècle, les Français étendent leur emprise outre-mer. Des comptoirs sont créés sur les côtes africaines, en Inde également. Dans l'océan Indien, les îles Maurice et de la Réunion, alors nommées Île-de-France et Île-Bourbon, sont bientôt rattachées à la couronne. Il y a toujours eu en France un parti colonial et un parti anticolonial depuis depuis Montaigne, si on veut, depuis le XVIe siècle. Il y a ceux qui ont voulu aller courir les mers et là-bas y installer des comptoirs, puis des administrations, le système de pouvoir. D'autres qui voulaient simplement y gagner des sous. Sully, dès l'origine, dit c'est de la folie. Après les découvertes Jacques Cartier, les premières découvertes françaises en Amérique notamment, c'est surtout par l'Amérique que ça commence, et même le continent américain et accessoirement les Antilles. Il y a aussi le fait que de la part de l'homme comme Sully, qui était protestant, il voit dans l'entreprise coloniale une entreprise de conversion catholique. La première étape est une étape manquée, en ce sens qu'elle n'obéit pas aux objectifs économiques du Portugal, de l'Espagne ou de l'Angleterre, et qu'elle est un peu fortuite lorsque nous allons au Canada ou lorsque nous prenons la suite des autres. On ne sait pas trop. D'abord, il n'y a pas de politique de colonisation pendant un siècle ou deux. C'est une politique, comme il a été dit quelquefois, disons, de concurrence avec les autres pays, plus qu'une politique qui a un objectif. Assaillie par les Anglais, la première France coloniale commence à se disloquer sous Louis XV, avec la perte du Canada. Napoléon vendra la Louisiane aux jeunes États-Unis. Les Antilles demeurent françaises, mais en 1804, Haïti conquiert par la lutte son indépendance. La monarchie restaurée n'est guère disposée à relancer la France dans les aventures lointaines. Mais en 1830, un événement va changer le cours des choses. C'est la prise d'Alger, qui marque le départ de la seconde phase d'expansion coloniale. Décidée par Charles X pour contraindre le bey au versement d'une dette impayée, l'expédition visait surtout à détourner le mécontentement des Français contre sa politique. Louis-Philippe aussi souhaitera une occupation restreinte. Mais la résistance d'Abdelkader va entraîner la conquête systématique de l'Algérie. Conduite par le général Bugeaud, elle est achevée en 1847. Dans le même temps, les Français établissent de nouvelles bases sur les côtes d'Afrique, ainsi qu'à Tahiti. Napoléon III poursuivra énergiquement l'expansion outre-mer. Pénétration en Afrique, notamment au Sénégal avec Faidherbe. Colonisation de la côte Somalie. Annexion de la Nouvelle-Calédonie. Intervention en Annam. Et occupation de la Cochinchine. L'étape suivante, c'est que notre pays subit quelques échecs, soit sur le plan intérieur, soit sur le plan extérieur. Il cherche des compensations. C'est-à-dire qu'en 1830, à la faillite
du gouvernement de Charles X, on conquiert l'Algérie. Après 70, avec la défaite de la France face à la Prusse, comme il a été dit, et une parole bien connue, on a perdu 2 enfants, c'est-à-dire l'Alsace-Lorraine, et à la place, nous prenons de domestiques, c'est-à-dire l'Indochine et l'Afrique. Donc, c'est une politique de compensation. Mais cette politique de compensation, tout le monde l'a pratiquée. Nous ne sommes pas les seuls. C'est la Troisième République qui donne à la colonisation son élan décisif. Elle porte l'essentiel de ses efforts vers l'Afrique et vers l'Extrême-Orient. La Tunisie puis le Maroc deviennent des protectorats. La colonisation du futur Congo est entreprise, puis la conquête du Soudan, du Niger, de la Côte d'Ivoire. La domination française s'étend au Dahomey, à la Haute-Volta et à la Mauritanie. La progression vers l'Est est stoppée par la rencontre avec les expéditions britanniques. L'heure est à la concurrence entre les 2 nations rivales. Elle n'est plus à la guerre. Pour regrouper ses possessions, un gouvernement de l'Afrique occidentale française, l'AOF, est créé en 1895, suivi après l'annexion du Tchad par un gouvernement de l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Au débouché de la mer Rouge, Djibouti est fondé, tandis que Gallieni se lance à la conquête de Madagascar. En Orient, la France s'empare de Hanoï, l'Annam devient un protectorat, le Tonkin est annexé et le Laos occupé. Jules Ferry reste la grande figure de cet impérialisme républicain. Et chose très curieuse, surtout au XIXe siècle, c'est plutôt la gauche qui est coloniale et la droite qui est anticoloniale. Eh bien, la gauche, se plaçant d'un point de vue universaliste ou universel, espérait que ces valeurs, jugeait que ces valeurs devaient dépasser nos frontières, en quelque sorte, et gagner les colonies. La droite dit le seul objectif de la France, c'est la revanche contre l'Allemagne. Donc tout ce qui est exportation de la puissance française est dangereux. Et la droite dit ça à Jules Ferry, par exemple. C'est vrai que chez un homme comme Jules Ferry, qui était évidemment un honnête homme et un grand civilisé, il pensait qu'en effet, l'Europe occidentale, laïque, dans son cas, indépendamment de toute référence religieuse, représentait la modernité. À la Chambre, il y a un grand débat, Ferry-Clémenceau. Clémenceau dit, mais au nom de quoi prétendez-vous que telle ou telle civilisation est inférieure à la nôtre? Elle est supérieure par tel aspect, inférieure par tel autre. Oui, c'est vrai, on fait moins d'hôpitaux au long du fleuve Sénégal, mais on y cultive telle ou telle poésie, ou on y développe tel ou tel rapport humain, sens de la justice ou tout ça. Le dialogue entre Jules Ferry et Clémenceau, qui sont d'une certaine façon tous les deux des hommes de gauche, ça c'est aussi assez intéressant, est un débat fondamental sur la mission ou la folie coloniale de la France. La gauche, à l'époque de la Troisième République, voulait une colonisation plus équitable, des droits aux Arabes, aux Vietnamiens, aux Noirs, etc., mais elle ne pensait jamais aux indépendances. Autrement dit, l'idée que la France, comme les États européens, avait avant tout une mission colonisatrice, avait pris le dessus sur le reste, sauf qu'on jugeait, à gauche, que la France avait de mauvais serviteurs, et qu'il fallait donc une autre politique coloniale. Après la victoire de 1918, l'Empire s'étoffe de possessions abandonnées par l'Allemagne et l'Empire ottoman vaincu. La France se voit confier l'administration du Cameroun, du Togo, de la Syrie et du Liban. L'Empire paraît alors à son apogée. En témoigne le succès inouï de l'exposition coloniale de 1931 organisée sous l'égide du maréchal Lyautey. 34 millions de tickets vendus, 1 million de visiteurs étrangers. Je déclare ouverte l'exposition internationale coloniale de 1931.
C'est une image fastueuse que la France donne d'elle-même. Dans les allées du bois de Vincennes résonnent les accents d'une chanson d'Alibert qui illustre sans complexe l'état d'esprit d'une époque. Il dans son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était né nulle part, un joyeux lascar. Pour être élégant, c'est aux pieds qu'il mettait ses gants. Né nulle part, ça dure tard, mettez un tir. Chacun peut mesurer l'immense diversité des territoires et des peuples rassemblés sous l'autorité de la France. On va prendre la seconde leçon. Vous allez dire après moi. Oh, les poussées. Oh, les ceci. Plus fort. Une France qui ne doute absolument pas des bienfaits de son action. Fussent ses fils par l'esprit et par le cœur. École de village dans la savane et la forêt, école citadine, collège, tous les échelons de l'instruction existent outre-mer. Mais être colonisé, c'est aussi, par la France, avoir un rapport particulier avec la France. Ceux d'entre eux qui vont à l'école, assez paradoxalement, apprennent, lisent le Tour de France de 2 enfants, lisent le Lavis, plus tard le Malais Isaac, et donc apprennent Jeanne d'Arc nous a libérés de méchants Anglais, donc ils apprennent à devenir français. Mais être colonisé par la France, c'est aussi quand même ressentir la différence entre la colonisation française et les autres colonisations. Par exemple, la colonisation anglaise, qui, ça n'est pas un jugement de valeur, est différente de la colonisation française, dans ce sens que la prétention à civiliser y est beaucoup moins grande. La volonté de faire décoloniser des Anglais n'existe pas du tout. On considère qu'ils sont différents et qu'ils resteront différents. On pense même qu'ils sont inférieurs et qu'ils resteront inférieurs. Quel que soit le colonisateur, le système colonial a quelque chose de pervers par essence. L'exploitation des territoires conquis et de leur peuple est inévitable, et cela quels que soient les statuts, les régimes fort divers qui leur sont appliqués. Dans les vieilles colonies, vestiges de l'ancien régime, tels les Antilles ou la Réunion, les habitants sont les seuls à être citoyens à part entière. En Algérie, les Arabes n'ont pas accès à la citoyenneté, hormis ceux qui renoncent à leur statut personnel dicté par l'islam. Dans les territoires conquis au XIXe siècle, pas de droit politique pour les autochtones, les indigènes. Au départ, indigène est un nom commun qui veut dire les gens du pays. Et ce nom commun finit par devenir une sorte de stigmate pour désigner des gens qui étaient un peu sauvages, un peu barbares, moins civilisés. Et finalement, à la fin du XIXe siècle, à partir des années 1880, il y a des codes de l'indigénat, il y a un statut de l'indigénat qui, en gros, se définit par la négation de droits reconnus à la citoyenneté. Donc le droit à être représenté, le droit à élire, le droit, par exemple, à avoir droit à une justice à part entière, d'avoir un avocat, de pouvoir se défendre. La situation d'infériorité ou d'infantilisation du colonisé est souvent alourdie par un racisme que le XIXe siècle a développé, sans complexe. En Afrique, le colonisateur a supprimé l'esclavage, mais il va recourir à une pratique indéfendable, le travail forcé. Le travail forcé a été le fondement de l'économie coloniale
des origines de la colonisation moderne dans les années 1880 jusqu'à son abolition au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et peut-être même jusqu'au milieu des années 50. Le travail forcé est en quelque sorte le corollaire du système de l'indigénat. Dans certains cas, ça a conduit à de véritables abus. Imaginez notamment les constructions de chemins de fer, et le plus fameux, c'est le chemin de fer du Congo-Océan, qui occupe une dizaine d'années, entre 1925 et 1934, qui est bien connu grâce au reportage d'André Gide ou d'Albert Londres, où l'on voit que des dizaines de milliers de travailleurs d'une région ont été emmenés dans une autre région, mal nourris, mal soignés, avec une mortalité considérable. Certains ont dit un mort africain par traverse. Donc ça a été, je crois, l'une des caractéristiques de la colonisation et l'une des raisons des révoltes les plus importantes contre la colonisation pendant les années 20 et pendant les années 30. Dans la colonisation, il y a eu en effet des abus extrêmement nombreux, mais il me semblerait difficile qu'on puisse faire, comme on a fait de la traite des Noirs et de l'esclavage, qualifier la colonisation de crime contre l'humanité. Il y a eu des colonisations extrêmement dures, la colonisation allemande dans le sud-ouest africain, la colonisation belge au Congo belge, peut-être la colonisation française au Congo français entre les années 1890 et 1930 ont été des colonisations très 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 dures, mais il me semble difficile qu'on puisse leur appliquer le qualificatif de crime contre l'humanité qui a été utilisé pour la traite et l'esclavage depuis quelques années maintenant. L'écroulement militaire français de mai 1940 face aux armées de l'Allemagne nazie a stupéfié le monde, et notamment la population des colonies. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres. Quand De Gaulle appelle à poursuivre la lutte, c'est aussi vers l'Empire qu'il se tourne. Et comme ils pourront. Durant la Grande Guerre, on a compté plus de 80 000 morts parmi les soldats des colonies. À peine 30 ans plus tard, le pays fait encore appel à eux. Tirailleurs africains et malgaches, goumiers. Ils sont près de 500 000 à participer à la résistance, au débarquement en Provence, aux campagnes d'Italie et d'Allemagne. Près de 50 000 seront tués. Se sont, dès le début de la guerre, ralliés autour du drapeau tricolore. La France, ayant notoirement amélioré leurs conditions d'existence, veut ignorer les différences aussi bien ethniques que religieuses. La contribution des peuples colonisés au combat et à la victoire alliée laissait présager au moins une amélioration de leur statut. Avec lesquelles elles se partagent la noble tâche de défendre le sol de la patrie. Elle ne viendra pas, ou si peu, ou trop tard. La rancœur contre l'ingratitude de la métropole a été un des moteurs ensuite du mouvement national. Seulement, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de ces combattants africains, noirs, arabes ou autres, dans les armées françaises, n'ont pas été aussi révoltés qu'on pourrait l'imaginer, parce que, au sein de l'armée française, ils connaissaient une relative égalité avec les métropolitains. Quand on était dans la tranchée ou quand on était à l'usine, puisque souvent ils venaient à l'usine en France, en 14-18 comme en 39-40, ils étaient moins inégaux qu'ils ne l'étaient aux colonies. Et souvent, c'est ce qui rend compte de leur fierté d'avoir combattu dans l'armée française, où d'ailleurs ils pouvaient monter en grade. Car on oublie trop en France, surtout à gauche, que l'armée est une institution démocratique. C'est la seule où si vous êtes rien, vous pouvez devenir général. Il y a l'Église aussi qui est démocratique, mais ça on n'aime pas le dire à gauche non plus. Et en fait, c'est le reste de la société qui n'est pas démocratique. En même temps, outre-mer,
les gens avaient toujours le sentiment qu'il y avait une autre France. Donc la France des Lumières, la France de l'émancipation, la France patriotique, celle qui a lutté pour redorer son honneur national pendant la Première Guerre, la France résistante aussi. Et cette France qui a fait que, dès 1914, il y a un homme comme Blaise Diagne, qui est sénégalais, qui est noir, qui est secrétaire d'État, qui a fait que quelqu'un comme Félix Éboué est gouverneur général de l'AEF et l'un des tout premiers compagnons de la Libération, qui a fait que des gens comme Gaston Monnerville est président du Sénat. Et donc cette France-là est la France dont les colonisés vont se réclamer pour critiquer l'autre France. Le fait seul que la France ait été vaincue en 1940 enlevait beaucoup de sa légitimité au projet colonial. Nous donnons des leçons à des gens alors que nous ne sommes pas capables de défendre notre sol. C'est évidemment une absurdité. Et puis d'autre part, les succès des Alliés, notamment en Afrique du Nord, l'arrivée de la grande armada anglo-américaine en Afrique du Nord, la présence de Franklin Roosevelt, la conférence d'Anfa, où Roosevelt dit au roi du Maroc: c'est le moment de faire valoir vos droits à l'indépendance, n'est-ce pas? Ce qui était en effet ce qui allait de soi. De Gaulle avait pourtant amorcé une prise de conscience des problèmes coloniaux en organisant la conférence de Brazzaville en février 1944. Son objectif? Concevoir une politique nouvelle envers les colonies. Brazzaville, c'est beaucoup moins qu'on ne le dit après coup, n'est-ce pas? Brazzaville, c'est, disons, la première fois où un chef d'État français s'adresse à une population colonisée. Il leur adresse la parole. Et ça, c'est nouveau. Jusque-là, on ne leur parlait pas. C'était des moins que rien. Le mépris qu'avaient les coloniaux pour les indigènes était tel que leur parler était impensable. Et De Gaulle, à Brazzaville, c'est la première fois qu'il leur a parlé. Et on en a déduit qu'il leur avait promis des tas de choses, ce qui n'est pas le cas quand on regarde le discours. De Gaulle avait compris quand même que le monde dans lequel nous entrions après la Seconde Guerre mondiale était forcément différent. Il avait quand même saisi cela, c'est incontestable. D'où le discours de Brazzaville, bien sûr. Donc pour que le prestige de la France puisse rester, eh bien, il fallait peut-être modifier les formes de présence, d'existence ou de domination de la France dans ses colonies. C'était toute la pensée stratégique du général de Gaulle dans les années 50 et qui était partagée aussi par une grande partie de la gauche. Dans l'esprit de Gaulle, il n'y a qu'en 1940, il dit aux Français: je pars pour Londres, j'organise la résistance pour vous rendre la France telle qu'elle était au moment où j'en suis parti, en 1930. 39 ou 40, n'est-ce pas? Et dans l'esprit de Gaulle, il y a à tenir ça. Je vous rends la France, après on verra. Mais dans un premier temps, je vous rends l'Empire. À la Libération, De Gaulle veut avant tout rendre à la France son rang de grande puissance. Et pour lui, cela passe par le maintien de l'Empire. Fort de cette conviction, il affronte le premier grand choc de la décolonisation française, l'insurrection en Indochine. Après les révoltes annonciatrices de l'entre-deux-guerres, l'occupation japonaise a renforcé le nationalisme indo-chinois. Le mouvement est en outre marqué par l'influence croissante du communisme. De Gaulle abandonne les options de solutions négociées prônées par le général Leclerc et demande à l'armée de mater la rébellion Viet Minh. Un choix ressenti comme un faux pas. Il peut étonner en effet venant d'un homme qui s'est toujours démarqué et se démarquera fermement des ultras de la France coloniale. Ce qui est clair, c'est que c'était parmi les gens dans l'armée française qui trouvaient les colonies secondaires. Il y a eu toute une école des militaires français, des types de Mangin, de Gallieni, de Faidherbe,
de Pétain, d'une certaine façon, à la fin, d'une certaine façon, de Lyautey en tout cas, qui considérait que la France et l'outre-mer étaient aussi importants que le territoire national pour De Gaulle. Il considère que les colonies, c'est un surcroît de puissance pour la France, mais ce n'est pas l'essentialité française. Non, De Gaulle, c'est un stratège essentiellement européen. De Gaulle quitte le pouvoir en février 1946. Dans l'esprit de Brazzaville, la 4e République crée l'Union française qui vise à transformer l'Empire en une association de peuples. Mais l'heure n'est plus aux aménagements et c'est un échec. L'heure est à cette sale guerre d'Indochine qu'une république instable va conduire jusqu'au désastre militaire final de Dien Bien Phu en mai 1954. Il faudra l'humiliation de la défaite et la détermination du nouveau président du Conseil pour ouvrir la voie à la négociation. Monsieur Pierre Mendès France vous parle. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Les accords de Genève mettent fin à 8 années de guerre. La guerre d'Indochine, quand même, c'est un coup de tonnerre extraordinaire parce que c'est la victoire militaire d'un peuple colonisé, les Vietnamiens. Et ça, on peut dire, et je crois que l'expression a été d'ailleurs utilisée par un leader algérien qui s'appelait Ferhat Abbas, quand il évoquait Dien Bien Phu, il parlait de Valmy des peuples colonisés, c'est-à-dire qu'une sorte d'éclair. De sorte qu'il est difficile pour moi de dissocier Dien Bien Phu des Aurès, c'est-à-dire des coups de feu dans les Aurès. Je crois que c'est l'année 54. L'année 54, oui, c'est une année rupture, c'est une année charnière, c'est une année de basculement entre la défaite française de Dien Bien Phu et le début d'insurrection dans les Aurès. On a une sorte de chaîne qui effectivement se construit et qui va annoncer la fin de la présence coloniale occidentale sur une large partie du monde. Le sultan du Maroc, Mohamed V, qui a refusé d'intégrer l'Union française, est exilé à Madagascar depuis 1953. Le mouvement nationaliste s'est renforcé et organise attentats et soulèvements. La France rappelle le sultan et décide de négocier. Au Maroc comme en Tunisie, c'est en 1954 que commencent à s'organiser de manière apaisée les indépendances. En Tunisie, le leader nationaliste Habib Bourguiba est accueilli en héros au terme de sa longue mise en résidence surveillée. Après l'échec d'une tentative de co-souveraineté, Pierre Mendès France accorde à la Tunisie l'autonomie interne. En mars 1956, la Tunisie et le Maroc accèdent à l'indépendance définitive. En Algérie, les attentats de novembre 54 perpétrés par le FLN dans les Aurès ont sur le moment peu de retentissement dans l'opinion française. Leurs auteurs sont pourchassés comme de simples hors-la-loi. Ils signent pourtant le déclenchement de la guerre d'Algérie. 8 années de violence, de drames et d'incompréhension. Les gouvernements successifs de la 4e République se montrent incapables d'empêcher le basculement de la population musulmane du côté indépendantiste, incapables de faire aboutir toute réforme de structure, incapables de ramener la paix. En décembre 1955, la gauche française obtient un succès parce qu'elle mène campagne sur le mot d'ordre de la paix en Algérie.
On connaît la suite. Guy Mollet arrive au pouvoir en janvier 56. Il se rend à Alger. C'est ce qu'on appelle la journée des tomates, hein, le 9 février 56. Journée des tomates, c'est-à-dire il reçoit quelques projectiles. La foule européenne manifeste en le traitant de bradeur, de trahison, etc. Et comme on le sait aussi, Guy Mollet va faire volte-face et va non pas engager des négociations politiques, notamment avec le FLN, pour essayer de sortir de cette impasse, mais au contraire rentrer dans la guerre pour de bon avec le vote des pouvoirs spéciaux du 12 mars 56. C'est véritablement l'entrée de la France en guerre d'Algérie. Et c'est l'entrée en guerre directe, franc, de la France, parce que c'est l'envoi du contingent en Algérie. C'est-à-dire, ce n'est plus la guerre d'Indochine, où on envoyait le corps expéditionnaire, ce qu'on appelait des engagés. Bon, là, c'est pas le cas. C'est pratiquement tous les jeunes Français qui font leur service militaire, qui vont partir en Algérie entre 1956 et 1962, c'est-à-dire au total près d'1 500 000 hommes qui vont partir en Algérie. C'est-à-dire que toute la société française est touchée. C'est une véritable onde de choc, c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas une seule famille française qui n'a pas un oncle, un père, un fiancé qui se rend en Algérie. C'est-à-dire que là, pratiquement tout le monde est touché. Tout le monde a peur, tout le monde réalise à quel point l'Algérie est devenue une question centrale dans la vie politique française. La 4e République s'enlise dans le piège algérien, agonise, puis tombe sans gloire au cours des journées d'émeutes qui secouent Alger en mai 1958. Français d'Algérie et cadres de l'armée, unis contre un pouvoir accusé de vouloir brader l'Algérie, en appellent au général de Gaulle. Pour eux, il incarne l'ultime espoir d'une Algérie qui resterait française. Un retour au pouvoir lourd de malentendus et d'ambiguïtés, comme en témoigne son voyage en Algérie de juin 1958. Je vous ai compris! Je sais ce qui s'est passé ici. À droite comme à gauche dans la population européenne comme musulmane, chacun veut croire à une solution imminente, conforme à ses vœux. Pourtant, la guerre durera encore 4 longues années, jusqu'aux accords d'Évian signés en mars 1962 avec le FLN. En métropole puis en Algérie, l'indépendance est ratifiée par référendum. Tandis que l'Algérie était en proie à une guerre sanglante, l'Afrique noire accède à l'indépendance, sans drame véritable. En septembre 1958, De Gaulle propose aux Africains d'adhérer à la nouvelle communauté qui doit remplacer la défunte Union française. Hormis la Guinée, tous les États africains et Madagascar acceptent ce Commonwealth à la française. Il ne durera guère plus d'1 an. Les peuples africains revendiquent tout autre chose, comme il l'exprime au général de Gaulle lors de son voyage à Dakar. Je vois que Dakar est une ville vivante et vibrante. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent. Le Mali, qui fédère alors le Sénégal et le Soudan, devient indépendant le 20 juin 1960. La même année, tous les États d'Afrique noire et Madagascar proclament leur indépendance en accord avec la France. De Gaulle rappelait volontiers le rôle que d'autres avaient joué avant lui pour l'émancipation africaine. Je pense à la personnalité d'un homme très important comme Gaston Defferre, qui avait lui aussi anticipé sur ce processus en mettant en place ce qu'on appelle la loi cadre de 1956, qui a préparé le passage aux indépendances politiques, notamment en Afrique noire. Le général de Gaulle, dans le fond, n'a fait que reprendre les propositions émises par Gaston Defferre sur l'Afrique à partir de 1956. Mais il y avait incontestablement cette volonté de modifier les rapports de la France et ses colonies. Alors,
Est-ce qu'il s'agissait de les modifier de manière radicale ? Bien sûr, c'était pas l'objectif de Gaulle, c'était de préserver le lien économique, de préserver ce rapport existant entre la France et ses colonies. Mais comme on le sait, c'est la guerre d'Algérie qui a dominé l'ensemble de la scène coloniale et anticoloniale tout au long des années 50-60. 3 juillet 1962, l'Algérie est officiellement indépendante. Le bilan est lourd. 300 000 morts, dont 270 000 Algériens musulmans. Un putsch de généraux. Le terrorisme des nationalistes. Les représailles contre les civils. Le terrorisme de l'OAS. Tout le drame et l'échec de la colonisation française semblent se concentrer sur ces quais d'Oran et d'Alger, où affluent 1 million de Français, les pieds noirs. Une valise pour tout bagage, ils font le chemin inverse de leurs ancêtres attirés 130 ans plus tôt par les promesses d'une nouvelle vie. Bon, alors, un chef de famille et une personne au foyer. Là où vous allez remplir des tas de papiers, vous allez dire ce que vous avez perdu. Personne n'avait anticipé véritablement cet exode des pieds noirs. Personne n'avait conçu ou voulu voir ce départ, cet arrachement, cet exode extrêmement puissant, très fort, de ces centaines de milliers d'Européens d'Algérie. Cet exode qui a commencé dès 1961 d'ailleurs. Les départs d'Algérie ont commencé tôt, se sont accélérés au moment des négociations d'Évian, du passage à Évian, et puis ensuite, là, ça a été une sorte de déferlement, notamment à l'été 1962, après le passage à l'indépendance de l'Algérie. De Gaulle n'a pas géré, en fait, ce départ des pieds noirs. Il n'a pas anticipé ni géré. Il s'y attendait pas, puisque la question des pieds noirs n'était pas intégrée dans les accords d'Évian. Il n'y avait pas de singularité sur l'arrivée en métropole des pieds noirs. Ce qui se discutait beaucoup dans les accords d'Évian, c'était le statut de la minorité européenne dans le cadre d'un futur État algérien indépendant. Cela, ça se discutait beaucoup dans les accords d'Évian. Une autre blessure n'est toujours pas refermée, celle des Harkis, ces Algériens musulmans qui furent près d'1 million à se ranger aux côtés de la France. Un grand nombre d'entre eux seront massacrés en représailles. 90 000 parviennent à gagner la métropole en dépit de l'interdiction formelle des autorités françaises. Mal accueillis, ils participent pourtant au développement économique des années 60. La position du général de Gaulle à l'égard des Harkis, comme à l'égard des pieds noirs, était celle d'une sorte, pas d'abandon, parce que le mot a été beaucoup utilisé, c'est un mot très très fort, bien sûr, mais dans le fond, il n'avait pas peut-être suffisamment prévu ou anticipé le drame de ce qui allait survenir, c'est-à-dire des massacres sur grande échelle des Harkis. Il y a vraisemblablement chez lui une sous-estimation politique de ce qu'avait été l'engrenage, la dureté, la violence de la guerre d'Algérie, qui a été aussi, ne l'oublions pas, une guerre civile algéro-algérienne. Et quand on dit une guerre civile algéro-algérienne, c'est-à-dire de ces Algériens musulmans qui avaient choisi le camp de l'armée française et qui ont été véritablement abandonnés au lendemain des accords d'Évian et donc massacrés. Donc à ce niveau-là, le général de Gaulle n'a pas peut-être mesuré suffisamment l'ampleur de la guerre et donc ce qu'allait constituer une véritable tragédie nationale pour la France. La France organise avec ses anciennes colonies, en particulier d'Afrique noire, un nouveau type de relation fondée sur une coopération culturelle, économique et militaire. Aide et amitié, disent les uns, néocolonialisme, répondent les autres. La France a longtemps su préserver son précaré africain. Elle ne peut empêcher aujourd'hui d'autres puissances de venir y jouer leur rôle. Étant donné ce qu'est la France, étant donné la façon dont elle a construit son empire, étant donné l'implication de la France, l'idée aussi que on devait faire la France en Afrique, n'est-ce pas? Alors que les Anglais n'ont jamais pensé faire l'Angleterre au Ghana, les Français ont cru faire la France au Sénégal, par exemple, n'est-ce pas? Alors cela ne peut pas être changé par un traité, par une crise. La France ne pouvait, et je dirais hélas,
que tendre à se prolonger par ce qu'on a appelé un peu cruellement la France-Afrique après la décolonisation. Mais je pense que cette France qui n'en finit pas de finir d'être française en Afrique, je crois que c'était lié à l'illusion française de se recréer outre-mer. Reste le dynamisme indéniable de la francophonie. La langue française est sans nul doute l'héritage le plus durable et le moins contesté de l'époque coloniale. Comment ne pas se dresser pour que... On redécouvre l'histoire coloniale d'abord parce qu'il y a en France une immigration qui vient des anciennes colonies, cette immigration qui est arrivée dans les années 50, 60, 70, et dont les enfants, aujourd'hui, qui sont grands, aspirent à connaître ou à reconnaître le destin de leur père ou de leur grand-père. Et cette immigration, qui est forte de plusieurs millions de personnes maintenant dans la société française, ne peut plus se contenter d'une histoire exclusivement franco-française, tournée vers l'Europe, vers l'Occident, mais essaye aussi de voir ce qu'a été cette histoire française outre-mer. C'est le futur Zidane. Voilà. Bon. Il y a surtout quelque chose d'important et de nouveau, si vous voulez, c'est que nos anciens colonisés sont en France. Et certaines personnes disent, mais regardez, aux États-Unis, ça forme des communautés, il n'y a aucun problème, alors que chez nous, oui. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, les Italiens, les Grecs, etc., ils y ont été volontairement aux États-Unis, comme individus. Tandis que les Maghrébins, les Africains, c'est à la suite de la décolonisation, donc d'un conflit. Donc leur rapport à la métropole n'est pas le même que le rapport des individus aux États-Unis avec le gouvernement de Washington. Donc c'est normal qu'ici, il y ait des tensions communautaristes, alors qu'aux États-Unis, les communautés veulent montrer qu'elles sont plus américaines que l'autre, alors que chez nous, elles veulent montrer qu'elles sont moins françaises que les autres. C'est donc un processus inverse, mais qui tient à l'histoire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de modèle américain en France, ça n'a aucun sens. Le débat sur la colonisation n'a jamais cessé. Il y a eu aussi la montée vers le statut historique d'hommes colonisés. Il y avait eu les poètes qui avaient protesté contre la colonisation, comme Aimé Césaire, par exemple, n'est-ce pas ? Et puis après, il est venu dans l'université, dans la recherche, des hommes qui avaient été des victimes de la colonisation. Pas entièrement victimes, puisqu'elle leur avait donné l'occasion de pousser leurs études assez loin. Mais arrivé au moment où ils regardent les livres, ils s'aperçoivent que le problème de la colonisation se reposait et que la question coloniale devait être reprise en main par des hommes qui en avaient été les victimes. La France, d'abord, c'est un très vieux pays chargé d'histoire, qui a une très très longue pratique, j'allais presque dire, de sa mémoire historique. C'est pas un pays vierge, neuf, qui avance avec des pages blanches à remplir en permanence. Non, le poids de l'histoire est gigantesque dans la société française. C'est un poids considérable, c'est un poids très très important et qui forge, ne l'oublions pas, c'est l'histoire politique qui en permanence détermine, scande, fabrique l'identité nationale française. Chaque traumatisme, chaque rupture, chaque moment révolutionnaire détermine et redéfinit l'identité française. C'est ça, la France. C'est la terre d'excellence du politique par l'histoire. Dans une société française qui commémore beaucoup, qui se rappelle beaucoup, pour qui la mémoire est toujours très très importante, parce que c'est la tradition politique française, il est évident que des groupes nouveaux veulent s'installer, apparaître sur la scène politique et mémorielle par des références. Et la référence, c'est vrai, la plus forte dans la tragédie française récente a été l'histoire de Vichy, a été la persécution, la déportation des Juifs de France, ou étrangers, sous Vichy. Et donc il y a incontestablement, qu'on le veuille ou non, cette sorte de concurrence, disons, qui s'est installée,
qui peut être à la fois malsaine et saine aussi. Il y a donc une escalade en quelque sorte mémorielle, et chaque peuple qui se juge victime du passé demande reconnaissance des crimes commis contre lui, et depuis, ça a été les Maghrébins, et maintenant c'est les Africains, n'est-ce pas, avec la traite, etc. Donc il y a cette sorte de course à la mémoire et à la demande même d'indemnisation. Regardez le congrès qu'il y a eu à Durban il y a quelques années, où les Africains demandaient à être indemnisés pour la traite et l'esclavage dont ils avaient été victimes. Alors ça n'a pas abouti parce qu'on a découvert depuis, on savait d'ailleurs, mais on a surtout découvert depuis, les Africains l'ont découvert eux-mêmes, qu'eux-mêmes avaient participé à la traite. Ils n'étaient pas été seulement des victimes, mais aussi des bourreaux. Donc ça s'est un petit peu neutralisé. Mais nous avons là une succession de faits qui héritent en quelque sorte de la reconnaissance de crimes dont on n'avait pas tellement parlé dans le passé. Et il reste de la mentalité coloniale que peu à peu on la met en cause. C'est déjà pas mal. On se rend compte qu'il faudrait peut-être changer quelque peu notre regard sur les colonisés. On s'aperçoit qu'ils peuvent émerger très fort dans les sports d'abord, n'est-ce pas, à la télé aussi, si j'ai bonne mémoire, si j'ai un bon œil, il y en a pas mal, hein, et dans toutes les professions non institutionnalisées. Il n'y a que politiquement où ils progressent peu, mais on a l'impression qu'il y a quand même un progrès. Moi, personnellement, je dirais... je suis né à la fin de l'époque coloniale, donc dans mon enfance, j'ai vécu la colonisation, j'ai vu mes parents vivre la colonisation. Je n'ai pas du tout le sentiment que l'on puisse dire qu'il y avait des choses positives. Il y avait des gens bien dans le système colonial. En effet, il y avait des gens qui étaient très bien à titre individuel, mais le système colonial en tant que système me semble avoir été de bout en bout une chose qui était mal ficelée, qui vivait sur une ambiguïté, et la réalité de la colonisation n'a jamais correspondu au discours que la colonisation tenait sur elle-même. Moi, je veux bien qu'on revienne en arrière, 50 ans plus tard, sur la colonisation était positive, etc. Mais ça signifierait, dans le fond, que tous les mouvements, toutes les organisations, tous les hommes politiques qui se sont engagés dans la décolonisation, de Pierre Mendès France au général de Gaulle, se sont trompés. Je veux dire, non, franchement, non. Faut être sérieux. Je crois qu'il y a des nostalgiques du système colonial, qui eux pensent effectivement que tout aurait dû rester intact. Et puis il y a ceux au contraire qui ont essayé de faire évoluer l'histoire et d'être dans le sens de l'histoire. Or la décolonisation, c'était le sens de l'histoire. Partagé d'amour et de l'espoir. Si ce sujet vous intéresse, vous pourrez compléter votre information grâce notamment à un ouvrage, Histoire occultée de la décolonisation franco-africaine d'Alexandre Gerby aux éditions de l'Harmattan. Pour votre soirée Histoire de la semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec David Pujadas et Hervé Chavalier pour Madame, Monsieur, Bonsoir à 20h40, suivi des Détectives de l'Histoire, l'émission de Laurent Geoffrin. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours, le 30 octobre, pour un documentaire sur l'affaire de Suez. Tout de suite sur France 5, c'est dans l'air.